dans tous les pays, là où le Parlement est bicaméral, il y a toujours une chambre basse et une chambre haute. Le Sénat vient à la rescousse pour atténuer les ardeurs. Ce n'est d'ailleurs même pas toutes les lois qui passent devant. On a dit les lois à caractère politique, Oui. surtout celles qui touchent la dévolution du pouvoir. Et donc, le Sénat ne connaîtra pas de toutes les lois à caractère social et tout le reste. Mais ce Sénat, une fois installé, doit pouvoir jouer son rôle de chambre haute. Quand le président de la République et l'Assemblée nationale ne s'entendent pas sur une disposition, parce que le président de la République peut demander une seconde lecture. Oui. Le Sénat aussi peut demander une seconde lecture, indépendamment du président de la République. Mais si le président de la République demande une seconde lecture, et il y a des observations dont ne veut pas tenir compte l'Assemblée nationale, la seconde lecture, la dernière lecture peut être confiée au Sénat pour compter sur le Sénat comme étant une institution composée de personnes neutres pour juger, pour éviter les situations de blocage qu'on a connues par le passé. En plus, c'est qu'il y a certains dirigeants politiques qui jouissent de l'immunité parlementaire et pendant l'exercice de leurs fonctions sont difficiles à poursuivre. Aujourd'hui, le Sénat aura la possibilité de retirer même des droits politiques à des dirigeants si ces dirigeants ont des comportements qui vont à l'encontre de l'intérêt général. J'ai écouté aussi, j'ai entendu nos collègues s'appliquer, mais ils savent qu'ils mentent. Ils mentent parce que il y a deux séries de votes. D'abord, je vais dire d'ores et déjà que il y a toujours eu de coupures d'électricité, mais l'Assemblée nationale dispose d'un groupe relais. Alors, quand on a fait la première série de votes, c'est elle qui devait qualifier. On avait juste besoin d'une seule voix. On était en nombre. On a eu 87, ils ont été 22. Au cours de cette série de votes, il y a eu aussi coupure. Mais quand on a été à la deuxième série, il nous faut 88. Nous étions déjà à 87. C'est comme une campagne électorale. Nous avons initié une proposition de loi et nous voulons qu'elle passe. Et nous savions que nous n'étions pas en nombre. On a dialogué avec eux. On a échangé. Maintenant, au moment où on a déroulé le vote, Oui. Là où je dis que c'est du mensonge, déjà quand vous regardez au niveau du tableau, les pictogrammes n'ont pas été raturés. Quand vous comptez en haut, on a pu compter 90. Les pictogrammes, on laisse tomber les chiffres. En bas, quand vous regardez les pictogrammes qui n'ont pas été raturés, vous avez 19. Donc, le scrutateur qui, au tableau, met les chiffres, il traduit les pictogrammes en chiffres, peut se tromper. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une fiche d'émargement. Quand vous allez voter là, vous signez. Et avant de commencer par décompter, on a d'abord compté, on a renversé, on a compté le nombre de bulletins qui ont été mis dans l'urne. On a compté 109 avant de commencer par mettre les pictogrammes. Donc, dire que parce qu'ils n'ont pas eu 22, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Pendant le vote, et surtout pendant le dépouillement, il n'y a pas eu la coupure dont ils parlent, il n'y a pas eu de coupure de manière à permettre tout ce qu'ils ont imaginé là. Puisqu'ils se sont rapprochés entre-temps, même de là où on a déposé l'une, ils ont allumé leur lampe pour les fragments de secondes. Mais c'est ça. Le président Talon, à qui je demande d'être président du Sénat, sinon ça n'aura pas son sens, parce qu'il a bien dit qu'il a lu le test, il a compris combien d'anciens présidents, bon, on en a encore deux en dehors de lui, les autres, est-ce qu'ils ont vraiment conceptualisé? Est-ce qu'ils ont vraiment compris l'esprit du Sénat comme lui? Non. Si c'est quelqu'un qui en est président, ce serait la catastrophe.
Parce que, moi je ne me mens pas moi-même, hein. Et Hassan Seydou et Akhenatonde ont porté le projet. Mais c'est curieux, quand j'ai écouté le président expliquer, je me suis dit comment ça se fait que lui comprenne mieux les textes du Sénat dans leur esprit et essence plus que les deux qui l'ont porté. Donc c'est lui qui comprend le plus. Vous savez, quand un texte est sur papier, vous le lisez là. Vous n'avez pas les noms dits de celui qui l'a conçu. Donc, il faut que Talon soit d'abord le premier président du Sénat. Sinon, ce serait la catastrophe. Si je prends une définition classique, quand on parle de trait politique, c'est que ça se pose à toute expression d'opinions diverses par rapport à ce temps. Je pense que nous n'en sommes pas là. Donc, il y a ce que j'appelle une contextualisation. Il y a ce que j'appelle une clarification conceptuelle, une délimitation. C'est cette délimitation qui a été faite où la trêve a identifié des acteurs, la trêve a défini la matière sur laquelle se porte la trêve. La trêve a identifié également le contenu. Et enfin, le pacte entre les acteurs concernés. Et tout cela est chapeauté par une institution, qui est celle qu'on a introduite, d'accord, dans le Sénat. Donc, je pense que c'est largement, a priori, c'est largement bien pensé, d'accord. Maintenant, quel sera le comportement des uns et des autres? Premier élément. Quelle sera la compréhension des uns des autres? Deuxième élément. Et troisième élément, quel sera le fonctionnement? Ce sont ces trois éléments-là qui vont nous permettre de disposer un bon moment pour que tout le monde puisse travailler. Parce que si je rentre un peu dans l'histoire, pendant qu'on était dans le cycle électoral pluriel, dès que quelqu'un quitte un tel parti, bien il quitte le gouvernement, puisqu'il a été éjecté du gouvernement, bon, il est déjà sur le terrain. D'accord? On a vécu ces moments-là. Et nos questions électorales s'invitent beaucoup plus dans des questions d'insultes. On ne peut que s'améliorer. Mais cette amélioration nécessite un minimum de comportement et de sacrifice de part et des autres. Lorsqu'il parle, par exemple, des AME, alors, vous pensez que cette question est urgente au point où l'on prenne des armes pour la défendre? Bien entendu, non. Lorsque vous prenez la question sécuritaire, est-ce que vous ne voyez pas quelque part que nous sommes bénis lorsque nous sommes entre des États du Sahel qui, de part et d'autre, ont toujours géré ce problème depuis des décennies. Alors, nous ne pouvons donc pas dire que ça là aussi est pertinent et fondé au point où il faut prendre des armes pour pouvoir le faire. D'accord. Disons qu'il parle, entre autres aussi, de népotisme dans l'armée. Il l'aurait perçu de quel angle de vue? Étant entendu que toute armée serait en restructuration et dynamisée par rapport aux défis de l'heure, et que, selon la loi, le chef suprême des armées reste le président de la République, qui peut promouvoir ou démettre par rapport à des objectifs qu'il connaît et que nous ne pouvons pas connaître. Nous avons amorcé une très belle dynamique depuis 1991 et chacun de nos chefs d'État de 1991 à aujourd'hui a su apporter quelque chose à l'autel du développement et à la consolidation du processus de notre démocratie. La démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Les démocraties que nous estimons qu'elles sont fortes ou stables, observez bien et vous verrez qu'il y a des secousses et des soubresauts. Il n'y a pas
de gouvernance humaine qui serait parfaite. Et il n'y aura personne que vous placerez là qui sur la ligne ne faillirait pas. Pour moi, il y a des défauts qui relèvent de l'humain. Il y a des façons de faire qui relèvent de l'humain. Et l'on ne saurait prétester de cela lorsqu'on est sous serment et sous le drapeau national pour prendre les armes. Pour moi, ce sont des raisons qui sont véritablement fallacieuses. De ma position d'ancien militaire, je me dois ici de condamner avec fermeté et sans ambiguïté ce qui a eu lieu. Ma casquette de chercheur, malheureusement, de cette position-là, je ne suis pas surpris par ce qui est arrivé. Quand vous étudiez les coups d'État, ou les rébellions armées, ou les mutineries militaires, les causes sont généralement de deux ordres. Il y a l'ordre de la motivation et l'ordre de la faisabilité. Quels sont les facteurs qui motivent des gens à prendre des armes contre leur État? C'est la question centrale. Là aussi, il y a deux possibilités. Ce sont soit des griefs corporatistes, quand il s'agit de coups d'État, ou parfois ce que nous appelons le greed, la cupidité. Des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui sont très vulnérables par rapport à l'argent. Donc ça, c'est l'aspect motivation. Alors la deuxième question qu'il faut se poser en tant que spécialiste, c'est de savoir mais quelles sont les conditions qui ont rendu cela faisable, possible. Et là, il faut voir, d'un point de vue domestique au Bénin, au plan interne, au plan sous-régional, au plan international. Mes deux prédécesseurs ont parlé du consensus de 1991, que nous, on a vécu. Les plus jeunes ne l'ont pas vécu. Les meneurs de cet ignoble acte, dont je connais certains, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas la mémoire que mon doyen, le professeur Diou, a du consensus de 91 ou du docteur Tchefa. Et donc, ils naviguent dans un autre marigot que nous. Ils sont exposés à une variété de sources d'informations, aussi bien sur les fameux mouvements panafricanistes qui ont le vent en poupe aujourd'hui, aussi bien aux réalités géopolitiques de la sous-région, aussi bien aux discours politiques internes au Bénin. Et donc, dans ce contexte, quand vous mettez le tout ensemble, sur les milliers de soldats qu'il y a, malheureusement, ils se trouveront qui seront vulnérables à certaines offres, à certaines tentations. Et donc, au-delà de la condamnation, il faut vraiment analyser en profondeur. Il faut se poser la question, mais comment est-ce que nous avons fait pour que pendant 35 ans, notre constitution nous ait permis la stabilité que nous avons eue? C'est la façon de gérer la constitution par les hommes, fussent-ils des politiques, et chacun le respectait. Chacun s'imposait de le faire. Mais quand est-ce que ça a commencé, les réactions, les non-acceptations du coup lorsque on a perdu les élections? Quand vous venez comme dirigeant, que vous vous imposez de servir votre pays, vous le faites comme vous le voyez vous-même, comme vous le sentez vous-même, mais les règles sont là. Mais si nous touchons aux règles au fur et à mesure, pendant que ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas, nous créons des frustrations. Si on ne se retrouve pas, je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Pourquoi aujourd'hui notre constitution, tout le système constitutionnel a été interrogé? Si on ne le faisait pas, nous allons continuer dans le futur à gérer avec les avatars. Nous sommes dans un contexte où, je suppose, le président Talon a commis beaucoup d'erreurs, d'accord. Mais il est à 6 mois de la fin de son mandat. Il a dit qu'il s'en va. Visiblement, il a donné tous les signaux. Sa famille politique a désigné un porte-étendard qui a été investi. Et le calendrier électoral n'est pas arrêté. Bon, il s'en va. Au bout de 6 mois, il ne serait plus chef de l'État. En mai prochain, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche si tant et qui justifie maintenant qu'on prenne les armes? C'est-à-dire, j'accorderai plus de crédit si ce que nous voyons à côté de nous se faisait. Vous avez vu ce qui se passe au Togo, vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passait depuis toujours au Cameroun. C'est-à-dire que pour moi, chacun de nos chefs d'État, moi je les considère comme des évaluateurs de notre Constitution. Vous avez vu, le président Talon, quand il a tout fait, il n'a pas pu remettre en cause l'alternance. Donc, chacun de nos chefs d'État se donne des libertés, mais arrive à se limiter de lui-même. En réalité, c'est le vrai esprit de 90. Les recherches sur ces phénomènes, les guerres civiles, les rébellions armées, les mutineries militaires, les coups d'État civils, sont tous d'une même famille que nous appelons la violence politique. Et la violence politique est essentiellement le résultat d'une compétition politique mal encadrée, d'une compétition politique mal régulée. Et l'absence de consensus dans cette compétition politique mal régulée aggrave encore plus les risques de ces violences politiques. De deux, lorsque vous êtes dans un environnement où la politique mal encadrée, mal régulée peut générer des tensions, des conflits, et qu'il n'y a pas des institutions suffisamment fortes pour servir d'arbitre neutre et impartial, vous courez au danger. À chaque fois que nous délégitimons une institution, nous la fragilisons. Nous érodons la confiance institutionnelle qui est un facteur clé de la démocratie. La démocratie est fondée sur la confiance, surtout la confiance que placent les citoyens dans les institutions de la République. Et ça, chacun a le devoir de contribuer à renforcer cette confiance. Nous allons trouver des voies et moyens entre nous de faire la paix parce qu'on n'a que le Bénin. Et comme je dis, c'est la classe politique. Ce sont les hommes politiques qui doivent initier la démarche de la pacification de notre pays. Et c'est de la responsabilité du bloc républicain, de l'Union progressiste, le renouveau et des démocrates. Les autres partis, ce sont des appendices. Mais ces trois-là, qui sont au Parlement aujourd'hui, ont le devoir d'aimer le Bénin au-delà de leurs propres intérêts à eux. Ce sont nos guéguerres, nos partis politiques, civils, qui ont certainement fait le lit de cette situation, qui a fait que des militaires marginaux, c'est sûr, ont cru qu'ils pouvaient rendre justice à un autre pan de la classe politique. Donc, c'est à nous, hommes politiques, d'avoir un langage de vérité, de pouvoir nous regarder dans le miroir et se dire la vérité, et aussi de tenir un langage de vérité à l'intention des membres du gouvernement. Il faut qu'on dise la vérité au chef de l'État, parfois en lui faisant le tableau général et réel du ressenti de nos populations, de ce qu'on entend certains dire, pour que des fous habillés n'initient pas encore de telles folies. Le débat sur la tentative de coup d'État, en tout cas, je l'assume chaque fois que je fais ce débat. Je dis c'est l'abolimie du pouvoir et c'est très grave, il faut le décourager à jamais et on n'a pas peur de le dire. Il n'y a pas d'excuse à ça. Ceux qui se sont retrouvés dans cette situation sont des opportunistes. Je voudrais appeler au calme tout le peuple béninois au nom du parti Les Démocrates afin que 2025 soit plus calme que 2024.
2024, puisque 2025 prépare 2026. Nous sommes dans le processus démocratique. Et quiconque qui veut exercer le pouvoir doit se soumettre aux règles de jeu. Il ne faut pas qu'on aille encore vers les coups d'État. C'est terminé. Les populations n'y croient pas parce que ça fait, depuis 90, les gens n'en parlent plus. On ne rêve plus de coups d'État dans notre pays. Mais je veux préciser ici que la tentative de coup d'État est une infraction dans notre législation. Une tentative est une infraction. Donc, il revient à notre juridiction de définir, d'apporter les preuves sur cette tentative et, si c'était vrai, de sanctionner ceux qui sont reconnus coupables selon la loi et avec toute la rigueur qu'il faut. Lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un leader politique est à son mandat terminal, la question de sa succession est la plus préoccupante. Et donc cela génère un conflit de succession qui génère d'autres conflits. Les conflits de croissance, les conflits d'intérêt, les conflits d'attribution, les conflits de représentation. C'est normal. Ce n'est pas ça qu'il faut esquiver. Mais je crois que pour ceux qui appartiennent à la majorité présidentielle, il serait plus intéressant en termes de jeu politique de suivre le mot d'ordre de leur parti politique. Cela ne veut pas dire qu'ils resteront amorphes ou inactifs. Leur activité, simplement, ne doit se dérouler que par rapport au calendrier, d'accord, et à l'idéologie et au mot d'ordre retenus ensemble à l'intérieur de leur parti politique. D'ailleurs, leur avenir politique en dépend. Pour ceux qui sont de l'opposition, il est de leur droit de rechercher les voies et moyens pour accéder au pouvoir, bien entendu, dans la paix et la concorde civile. Et d'ailleurs, il est souhaitable qu'il en soit ainsi parce que, en 2026, franchement, enfin, pour ce qui nous concerne, nous voulons voir de vraies idées de développement, de vrais débats d'idées, le choc des projets de société, le choc des idéologies pour développer ce pays. Nous ne voulons pas de débat de personnes. Qu'est-ce que ça qui s'appelle politique nous propose? Il y a des phénomènes qui hier n'existaient pas, mais qui aujourd'hui existent. Je dis paix à l'âme de nos frères qui, portant les armes pour nous défendre, sont partis et qui certainement seront inhumés avec le drapeau national. Voilà des phénomènes que nous ne connaissons pas, Madame Togola. Dans ce pays, jusqu'à un passé récent, le Béninois ne sait pas ce que signifie le terrorisme. Qu'est-ce que les candidats, les partis politiques, et j'allais dire, nous proposent comme solution d'ici 2026? Il faudrait qu'ils viennent nous parler de ça, et je crois que ce ne sont pas des personnes qui en parleront pour que ce soit sérieux, mais plutôt de vraies formations politiques, ayant en leur sein des experts, des spécialistes de toutes ces questions-là, et qui ont eu le temps de travailler pour venir nous déposer des idées sérieuses que l'on pourrait mettre en pratique. Aucune candidature sérieuse ne peut être portée que par une volonté indépendante et individuelle. La gestion d'un pays est trop sérieuse pour être confiée à quelqu'un parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il a des relations, ou parce qu'il connaît des gens, ou parce que... Non. Désormais, ce sont de grandes familles politiques qui portent cela. Ce sont de grandes familles politiques qui porteront l'ambition des candidats. Alors, c'est la vision du parti, c'est le projet de société du parti, c'est la stratégie du parti. Désormais, nous allons attaquer et questionner des partis et non des individus. Et c'est très important. Quelle qu'en soit la façon dont nous allons y arriver, il y aura toujours de remous et de discussions autour. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une matière, nous avons une maquette. Si nous en prenons soin, parce que si nous nous concentrons sur le président Talon, nous allons passer à côté.
C'est-à-dire, dans l'œuvre qu'il a bâtie, qu'est-ce qui est positif qu'il nous aurait laissé et que nous allons améliorer au fil des années. Ça, c'est très important. Il n'y a aucun développement sans constance. Il n'y aura aucun développement sans transformation fidèle et continue. Nulle part il n'y a eu développement quand on remet tout en cause du jour au lendemain. Donc moi, je trouve que, quoi que l'on dise, c'est un héritage que le président Talon nous laisse. Nous pouvons l'améliorer. On peut améliorer le parrainage, pourquoi pas. On peut améliorer, je vais dire, le mécanisme de fabrique de partis politiques. Qu'ils partent et qu'on saccage, qu'on vandalise tout cela, certainement ce n'est plus son problème. Mais là, est-ce que nous ne faisons pas 2 pas en avant, 6 en arrière, et que nous comptons aller de l'avant, nous irons de l'avant quand même. Désormais, la majorité présidentielle est encore beaucoup plus forte que par le passé, parce que les lignes se sont consolidées. Vous savez, avec les dispositions du code électoral qui permet les accords de gouvernance, des discussions sont entamées depuis des mois et des pré-accords sont déjà établis pour former une grande coalition de la mouvance avec un accord de gouvernance pour les échéances futures. Donc, soyez certains, aujourd'hui, la mouvance est plus que jamais consolidée autour, évidemment, du chef de l'État pour finir le mandat, mais aussi se battre pour gagner les prochaines élections parce qu'il y a des instances qui se réunissent et des débats francs, sincères sont faits au sein des partis qui prennent des décisions. Le moment venu, dans le cas du BS, seul le Congrès est habilité à désigner et nous aurons le temps de vous donner toutes les informations nécessaires. Où est la souveraineté de nos partis politiques? Nous avons aujourd'hui des partis qui ne sont plus gouvernés, qui sont administrés. Et quand c'est comme ça, ça voudrait dire que la souveraineté est ailleurs. Ça voudrait dire que la décision est ailleurs. Alors si la décision est, où est l'indépendance? Où est la liberté? Nous nous sommes dit, depuis 2016, que la gouvernance, c'est un nouvel état d'esprit, que nous avons retrouvé un sens de responsabilité d'être nous-mêmes. À la fin, pour ça, à la fin, incapable dans cette majorité constituée de cadres, d'intellectuels, qu'avons-nous réglé? Si, au finish, ce n'est plus ceux qui étaient les plus riches dans les partis d'avant 2018 qui s'imposaient par leur richesse, mais aujourd'hui, maintenant, ceux qui s'imposent, c'est ceux qui plaisent aux décideurs. Donc, qu'est-ce que nous avons réglé comme problème? Pour faire gagner Romuald Wardai, ce ne seront pas les déclarations d'amour qui suffiront. Il faut montrer ce qu'il a fait, ce dont il est personnellement responsable et ce dont il est peut-être collégialement porteur de responsabilité. Je voudrais que, au-delà des présidents de parti, qu'il s'ouvre aux entités politiques qui étaient appelés partis à l'époque, à chaque responsable de ces entités qui sont fondues dans BR, qui prennent langue individuellement avec chacun, qui se sentent concernés par son élection. Il le fera en espérant qu'ils iront se battre réellement dans leur localité. J'ai l'expérience de Zinsou ici. Zinsou avait beaucoup de logos derrière lui. À la fin, chacun allait se coucher. Et je me rappelle, Zinsou a fait une erreur. Quand les gens l'appelaient d'une localité, un leader, qui a du monde autour, l'appelait dit non, c'est telle personne qui gère votre localité. Ben celui-là n'a pas fait ce qu'il va faire. Zinsou a échoué. C'est un conseil que je donne. Tout ce qui est officiel doit passer par DR, UPR. Mais les éléments de coulisses doivent se faire avec les individualités. Je veux prendre les collines. Si vous allez dans les collines, vous voulez vraiment les collines,
et vous demandez au président de UPR de parler à mon frère et ami, l'honorable Agoua, et c'est UP qui lui parle, c'est Djoboni qui lui parle, ben, il va faire ce qu'il va faire. Mais ce sera différent de si Wada il va le voir. L'appel pour dire Agoua, je veux que tu sois mon homme au-delà de UPR, où tu es déjà une personnalité, je veux que tu sois mon lieutenant dans ta localité. Mais le zèle est différent. L'opposition est en perte de vitesse là où ils sont. S'ils disent, j'ai entendu écrire un mois, d'abord ils ont avancé le nom de l'ancien ou de l'ex-directeur de cabinet de Yaïboni, au moment où il était à la BOAD. Mais un monsieur de 65 ans, c'est bien, c'est un technocrate, mais devant le ministre d'État Wadaï, ça va être David contre Goliath. On va l'écraser. Donc, je vous dis, aujourd'hui, il ne peut pas trouver le meilleur candidat. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous allez voir, ils sont d'ailleurs, là, c'est des nuits blanches pour eux aujourd'hui, à RD. Ça serait des nuits blanches. On causetait, écrit, buffet, causetait, buffet. C'est ce qu'ils vont faire. Ça va leur prendre du temps. Là, non, je ne sais pas. La mouvance, nous sommes forts. On a été très forts. Là, on a gagné de loin. Les élections, c'est fini les élections. Hein. Tout ce qui reste maintenant, c'est en notre sein. À la conférence nationale, nous avons démarré un renouveau démocratique, le renouveau démocratique, en vue de responsabiliser les citoyens pour donc aller vers une démocratie participative. On ne s'oppose pas pour le plaisir de s'opposer. L'opposition béninoise, aujourd'hui, elle est plurielle. Elle est relativement dynamique, mais elle peine à réaliser son unité. Chacun travaille avec sincérité, sûrement, mais chacun campe encore sur, j'allais dire, ses intérêts. Quelqu'un a dit, il faut oublier les logos et les égos. À défaut peut-être d'oublier les logos, il faut commencer par mettre en les égos. Les démocrates ne doivent pas chercher à s'asseoir tout seuls. Ils doivent s'asseoir avec les autres, quitte à ce que ça ne marche pas. Le peuple est là, observateur. Il vaut mieux le faire que les forces de l'opposition refusent, d'accord, que de ne pas le faire. Et si le parti le faisait, ce sera une bonne chose pour le pays et surtout pour la démocratie. Ma conviction, c'est que il faut opposer aux candidats désignés par le chef de l'État, acceptés par les partis politiques de la majorité présidentielle, un autre qui n'a pas les finances comme principale référence. Puisque c'est le dada du candidat d'en face, il faut trouver quelqu'un qui ne rejette pas la finance. C'est pas possible de rejeter la finance pour gouverner dans un pays. Mais qui disent, mais oui, la finance est importante, mais l'homme avant. L'ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou a stipulé que on enjoint au parti des démocrates, d'accord, de mettre le premier parrainage qu'il a déposé au parti, de le mettre à la disposition du siège Sédhiou. Au cas où le parti refusait de le faire, alors le tribunal enjoint à la Sénat de rendre caduc le parrainage qui est à la disposition du parti. Alors, à aucun moment, le siège Sédhiou ne s'est présenté ou alors n'a envoyé un huissier pour venir demander ce parrainage-là. Ça veut dire que
Le juge des référés a pris sa décision sans la présence du Parti des démocrates, sans contradictoire. Et la décision est sortie après 19h. On a attendu qu'il vienne. Si Sodjono venait, on lui remettait le parrainage que nous avons. Mais il n'est pas venu. S'il n'est pas venu là, le Sénat ne peut pas rendre caduc. C'est pas possible. Il faut se rendre à l'évidence que dans le processus normal d'un parti politique, il peut y avoir des zones grises, il peut y avoir des difficultés. Et aujourd'hui, cela interpelle la capacité à, je vais dire, à rentrer dans un processus de préparation pour faire face aux enjeux majeurs. Lorsque vous prenez par exemple les démocrates qui constituent un parti d'opposition, vous avez vu les tergiversations qu'il y a eu et qui ont conduit finalement au processus que nous avons vécu, à savoir la désignation donc d'un duo, mais c'est un accouchement difficile. Alors que si on sait très bien que c'est un seul parti qui incarne l'opposition et qui veut défendre les couleurs et donc proposer une alternative pour espérer et réaliser l'alternance au sommet de l'État, ce parti devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour passer cette étape-là vraiment dans toute la sérénité que l'on devrait reconnaître à un parti qui veut relever les défis, qui sont des défis à l'échelle nationale. Et il y a eu la difficulté que la figure emblématique de ce parti a rencontrée dans la gestion des hommes, dans la gestion des militants, pour désigner, n'est-ce pas, un duo. Il peut arriver qu'un parti politique traverse des crises. Les crises politiques que nous connaissons aujourd'hui à l'intérieur donc du parti politique les démocrates peuvent être conçues comme étant des divergences de points de vue par rapport aux questions stratégiques ou de leadership et qui viennent par exemple de la gestion du pouvoir au sein donc de ce parti politique-là. Mais il faut dire que quand on est face à une crise de cette ampleur-là, il y a un enjeu majeur. Soit on trouve des mécanismes de résolution de cette crise ou de ces crises au plus vite, ou alors on tergiverse, on fait des piétinements et cela peut déboucher sur des scissions, voire même sur la disparition de cette entité politique que constitue, n'est-ce pas, le parti. Il y a qu'il faut prendre le problème par plusieurs bouts. Le premier, c'est que au sein du parti, il y a quand même un malaise. Le malaise, c'est que l'on est face à des positions clivées. De l'autre côté, on peut penser que la crise est externe. Le mal vient beaucoup plus de l'intérieur parce que justement, on est face à la gestion d'un parti politique. Et la question de désignation de duo de candidats a cristallisé les ardeurs. Et on est arrivé à une polarisation des prises d'opposition, ce qui fait justement que la démocratie au sein donc de ce parti était mise à rude épreuve. Nous, en droit, nous faisons souvent le rapport entre légitimité et légalité. Et lorsque, en principe, la légalité existe, nous ne nous attachons plus à la légitimité. Ce qui est légal a répondu aux règles d'organisation de la société. C'est pour ça que c'est légal. Et à partir du moment où ça a répondu aux règles d'organisation de la société, la légitimité n'est plus quelque chose à rechercher. Nous recherchons, nous, la légitimité souvent lorsque nous n'avons plus la légalité. En revenant à notre cas, cette élection se déroulera dans les normes régies par la loi. Quels que soient les acteurs en jeu, il y aura toujours des gens qui ne seraient pas contents. C'est ça aussi la démocratie. Nous avons opté pour la démocratie. Et la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité.
Ce n'est pas parce que vous avez rêvé d'un duel à Gojo-Rumpa que les choses vont se passer de cette façon, ou que lorsque les choses ne se passent pas de cette façon, vous allez dire que non. À partir du moment où ceux qui y vont respectent les règles prévues, il n'y a plus de débat autour d'une quelconque légitimité. L'article 93, en fait, parle des procès-verbaux. Et la Sénat se propose de faire ça en 4 étapes. Et ils disent qu'un exemplaire sera remis à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, l'autre sera remis à la Sénat, c'est-à-dire le deuxième exemplaire à la Sénat, le troisième sera affiché à l'arrondissement, et le quatrième, le coordonnateur d'arrondissement garde. Et on dit le dernier, le coordonnateur d'arrondissement garde le dernier, et on dit maintenant, et en fait copie au parti ou aux représentants de candidats. Par quel moyen? Le cadre de concertation est allé à la Sénat et a posé justement le problème de l'article 93. Et à la Sénat, un responsable de la Sénat a dit, mais comment ça? Allez vous retoucher ça. Nous, les députés démocrates ont refusé ça à la Sénat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté contre. Pourquoi la loi est faite de sorte qu'on ne puisse pas avoir le procès verbal? Nous sommes déjà allés en contentieux. À la Cour constitutionnelle, on nous a dit, où est votre procès verbal? Donc, il ne faut pas qu'on retourne encore et qu'on nous dise, où est votre procès verbal? Comment on peut aller à une élection pendant que tout le monde crie que le code n'est pas bon, le code n'est pas bon? C'est le manque de consensus dans tout ce que nous faisons qui nous conduit à tout ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi, et surtout, je pèse mes mots, c'est aussi et surtout le respect des droits de la minorité. Où est le respect des droits de la minorité dans cela? On se prépare pour aller aux élections. Et on demande qu'on fasse la relecture. Oui. Mais relire ou pas, vous irez. Non, de toute façon, on se prépare pour aller aux élections. Je ne préfère pas cette formulation-là. Relire ou pas, vous n'irez pas. Non, mais écoutez, non plus. Vous savez, les mots ont leur signification. On se prépare pour aller aux élections et on appelle les gouvernants, on appelle donc la majorité parlementaire à relire le code pour le bien-être de nos populations. Le président Talon est le chef de la majorité présidentielle. Il ne dira pas non, parce que de l'opposition, ce qu'on a à faire. Non. Notre timing, c'est pas à lui de nous le donner. Les problèmes qu'on a évoqués depuis, qu'on a toujours évoqués, on va toujours les évoquer. Les problèmes qu'on a évoqués pour permettre d'avoir des élections lisses, transparentes et équilibrées, on va toujours les évoquer. Donc, quand il dit que ça ne est pas une raison pour révéler les contestants, est-ce que les contestants électoraux, c'était des atouts? Parce que si je me souviens bien, à chacune des sorties au moment de mon parti, il y a des points sur lesquels nous revenons toujours. Et nous ne demandons pas, même sur le code électoral, nous demandons une relecture du code électoral parce que justement, ils sont conscients qu'il y a des points qui ne favorisent pas l'équilibre au sein de toutes les formations politiques. On a encore suffisamment le temps pour pouvoir changer le code. Laissez le délai que le code nous offre, jusqu'à que ce délai pour voir si le code va changer. Vous savez que la position peut venir aujourd'hui et dans une semaine, 2 semaines, ça va être voté. On est encore dans le délai. Laissez-nous avancer. À mon entendement, aucune des institutions chargées d'interpréter le nouveau code électoral, la Sénat, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, ne s'est plainte des difficultés à l'interpréter.
Mais par ailleurs, je constate que les chapelles politiques, parce que certainement, ayant leur agenda politique, se défoulent un peu sur la question. Chacun essaye de tirer le drap de son côté. Voilà, parce que c'est un peu comme ça que nous aimons animer la vie politique dans notre pays. Nous nous amusons, parfois nous fait peur, et les conséquences peuvent être parfois difficiles à gérer parce que cela laisse dans la conscience de nos compatriotes l'idée que le test peut être chrysogène à l'avenir. Alors que nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, parce que il y a ceux qui sont chargés de les interpréter. Vous savez, c'est pas forcément l'Assemblée nationale, les députés qui votent les lois, qui les interprètent. L'interprétation revient aux institutions chargées de les mettre en application. Et dans le cas d'espèce, je pense que nous pourrions nous inquiéter si la Sénat, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême ouvraient ce débat et hésitaient sur quelle peut être la connotation, quel peut être l'entendement qu'il fallait donner. Donc, je pense que nos compatriotes n'ont pas à s'inquiéter de cela. La polémique n'a pas sa raison d'être. Lorsque vous avez un chef qui écoute tous ses enfants, vous ne pouvez que saluer sa démarche, même si, de notre côté, nous restons dans notre démarche, à savoir que cette demande du cadre de considération reste superfétatoire. Superfétatoire parce que il existe un cadre légal, un organe technique qui est habilité à réaliser ces opérations, quitte à ce que les acteurs politiques se greffent au moment de l'extraction de la liste électorale informatisée provisoire, que ces partis aillent à la recherche de ce qu'ils estiment être nécessaire pour garantir une certaine fiabilité, aillent vers cet organe-là pour apporter le contrôle qui sied afin de pouvoir garantir la sincérité de cette liste-là. Donc, je crois savoir que le chef de l'État a joué sa partition. En tant que père de la nation, il a fait ce qu'il doit faire et cette démarche-là ne vient à aucun moment contrevenir la démarche de l'Union progressiste. L'Union progressiste reste un observateur et suivra la marche qui sera imprimée. En tout cas, de notre position, on observera ce qui sera fait. Si dans cette marche, il est demandé que nous jouions partition, on appréciera. Mais il y a une chose évidente, c'est que les fonds sont mis à disposition, les experts auxquels on fera appel feront le travail, et à la fin, vous verrez bien si cet audit valait la peine ou pas. En tout état de cause, je continue de dire que le chef de l'État a bien fait de mettre les fonds à disposition pour qu'une partie de ses enfants ne se sont pas lésés et ne pensent qu'ils sont laissés pour compte et qu'ils ne sont pas écoutés par rapport à des questions majeures de la République. Nous avons entendu ici que le chef d'État a donné 160 millions à l'opposition. Le chef d'État n'a pas donné 160 millions à l'opposition. Les 160 millions n'iront pas dans les caisses du Parti des démocrates. Les 160 millions n'iront pas dans les caisses des forces politiques de l'opposition. Mais c'est le comité de pilotage qui va utiliser ces 160 millions. Et j'ai bien écouté le président de ce comité qui a dit que qu'ils vont recruter un comptable national. Même le comptable qui va être un comptable assermenté qui est obligé de bien faire. Et qui va rendre compte chaque fois que même les différentes procédures à lancer, ça va se faire suivant le code des marchés publics. Et ce que j'ai compris dans les propos de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a des experts qui vont recruter et qui seront même payés en fonction du nombre de jours qu'ils vont travailler. Lui, il se retire. Il y a les locaux
où le comité pilotage va rester. Sûrement, le local, il y a le matériel informatique. Bon, je ne suis pas un expert en audit du fichier électoral, mais si des personnes qui ont l'habitude de le faire, parce que quand vous prenez le parcours de Jean-Baptiste Elias, dans plusieurs pays, il a participé à l'audit du fichier électoral. Je pense qu'il sait de quoi, ils savent ce qu'ils font. La première chose, pour qu'une vision soit opérationnelle, il faut qu'elle soit légitime. Et la vision tient sa légitimité de l'adhésion des populations. Et donc, pour qu'ils puissent adhérer, il faut les impliquer dès le départ. Et c'est la méthodologie qu'on a utilisée. On a collecté non seulement les perceptions des Béninois, c'est-à-dire, ça c'est l'analyse qu'on appelle en jargon scientifique rétrospective, pour savoir, depuis 2000 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de leur pays. Et quelles sont les difficultés possibles qu'ils ont, où est-ce qu'ils pensent qu'on doit pouvoir corriger, qu'est-ce qu'ils pensent qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous avons aussi collecté les aspirations. Comment ils rêvent le Bénin de demain, à partir de 2026 jusqu'en 2060. Et pour faire ça, nous avions divisé les domaines. On a identifié 11 domaines, d'accord, qu'on a appelé expertise, E comme économie, S comme société, P comme politique, E encore comme expertise, E encore comme environnement, S comme social, T comme technologie, I infrastructure et S encore sécurité. Parce que c'est des sujets nouveaux qui ont émergé et nous avons l'éducation à la fin, que nous avons voulu amener comme un domaine à part parce que, comme on dit, nous n'avons que d'hommes comme richesse au Bénin. Et donc, le capital humain, c'est très important. Et donc, quand nous avions divisé comme ça, maintenant, nous avons mené des enquêtes auprès des Béninois. Il y a une enquête ménage qui a été menée par l'INSTAD où il y a eu près de 12 000 Béninois sur tout le territoire de 18 ans à plus qui ont été interrogés, suivant une méthode d'échantillonnage représentative de la population béninoise. Nous avions mené, parallèlement à ça, des focus group à l'intérieur du pays, dans les 77 communes. Et il y a eu plus de 7 900 participants à ces focus Comment group. les avez-vous choisis? Les focus group, on les a, pour l'enquête individuelle, c'est l'échantillonnage aléatoire qu'on fait souvent dans les enquêtes, puisque vous ne pouviez pas interroger les 10 millions des Béninois. On est obligé d'échantillonner et d'avoir un échantillon représentatif jusqu'au niveau département et commune. Et c'est ce qui a été fait par l'enquête de l'INSTAD. Il y a des méthodologies scientifiques pour ça. Pour les focus group, nous avons raisonné. On s'est dit, on veut des groupes avec une possibilité que tout le monde parle. Les enfants, les jeunes, puisque c'est les enfants qui sont concernés. Bien sûr. En 1960, si nous on est encore là, on va remercier Dieu. Oui, exactement. Les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes, les hommes et les personnes influentes, donc les religieux, têtes couronnées et autres, à part. Et on a fait des groupes homogènes. Et dans chaque commune, on a interrogé autour de 100 au minimum par personne. On se retrouve à la fin, et après il y a maintenant ce qu'on appelait des focus group au niveau et des interventions individuelles pour les personnalités. Donc, il y a les anciens présidents de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, les différentes institutions du Bénin actuelles et anciennes, et on a eu aussi à interroger les forces constituées, telles que les forces de sécurité, l'état-major, ainsi de suite.
puisque tous les plans étaient reçus. Donc, au final, on s'est retrouvé à plus de 22 000 Béninois qui ont été interrogés. Et nous avions, pour la diaspora, fait une enquête en ligne pour que ceux qui ne soient pas au Bénin puissent aussi dire leurs mots. Donc, il y a eu une enquête en ligne et des Béninois y ont participé. Et en plus de ça, maintenant, moi-même personnellement, j'ai eu à faire un focus group avec le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur pour expliquer le concept. Ils ont donné leur contribution et à chaque fois, il y a eu des manifestations des Béninois qui ont voulu intervenir, des corps constitués ou non constitués qui nous ont envoyé des mots et des propositions qui ont été impliquées. Et ce qui est nouveau là, c'est qu'on a utilisé l'enquête en ligne aussi pour les Béninois qui ne sont pas présents, ce qui n'était pas le cas pour Alafia. Deuxième chose, Alafia, c'était 2000 personnes seulement qui avaient été interrogées. On a 10 fois plus aujourd'hui pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et en plus, la représentation nationale va encore lire le document actuellement et encore y mettre sa touche. Et pour finir, nous avons constitué une base de données des experts et l'instruction que nous avons reçue de la plus haute autorité, cette réflexion doit se faire par des Béninois. Donc, les experts sont des Béninois. Ils peuvent être au Bénin, ils peuvent être à l'extérieur, mais c'est des Béninois. Il faut être de nationalité béninoise pour participer. Et cette banque de données que nous avons construite, il y a eu 500 personnes qui étaient dans cette base de données. Quand on multiplie maintenant les différents ateliers pour traiter les données, pour discuter, pour élaborer le document, jusqu'à arriver à la phase finale de l'élaboration du document, il y a plus ou moins 300, 400 experts béninois qui ont participé. Et donc, c'est une réflexion bénino-béninoise. Et si je rajoute tout ça avec tout, donc on dépasse les 22 000, 23 000 personnes qui ont vraiment participé à l'élaboration de ce document. Donc, ça n'a pas été fait dans un bureau ou enfermé au milieu des gouvernements, parce que dans les différents ateliers que nous avions faits, il y avait le secteur privé, il y avait les membres, il y avait l'administration publique, il y avait des personnes de la société civile et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très enrichi et avec des experts qui sont venus de partout, des universitaires, des non-universitaires, qui résident au Bénin ou pas, mais que des experts béninois. 3 éléments qui différencient 2060 de 2025 et qui montrent réellement aux Béninois que nous avons appris de nos erreurs de la première vision et nous nous sommes mieux projetés. D'abord, la première, c'est la loi cadre, qui n'existait pas, qui a été prise. On l'a prise avant même de commencer la vision. Ça faisait partie des phases préparatoires de la loi, de la vision. Et il était important que notre cadre de planification et de redevabilité soit vraiment réglementé par une loi. Donc, on a un dispositif légal qui est là. Deuxième chose, au niveau de la méthodologie. À la FIA, c'était 2000 personnes. Plus de 22 000 personnes interrogées cette fois-ci, sans parler des experts qui ont participé. Et l'appel à l'intelligence artificielle pour traiter les données. Nous avions eu un expert béninois d'ailleurs, un spécialiste d'intelligence artificielle, qui nous a aidés à traiter les données parce que le volume des données était beaucoup et nous avions peu de temps pour pouvoir les traiter de façon... Et ça a permis une intelligence artificielle à faire pour lui. Et après, nous, les hommes, maintenant, nous avons repris, relu, surtout la revue documentaire et autres pour pouvoir les traiter. L'enquête en ligne, c'était nouveau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, nous, on en a profité, ce qui a permis aux Béninois qui soient à l'extérieur, qui puissent répondre. La dénomination, le symbole, il y a le monde de splendeur, c'est un slogan. On n'avait pas eu ça pour le Bénin, à la FIA 2025. Et il y aura un symbole, il sera symbolisé par la maison Bénin. La maison, c'est l'endroit où il fait bon vivre, où on est en harmonie,
Et on aime rentrer dans une maison quand il règne la paix et que tout le monde est uni. Et donc, c'est le symbole de notre vision, c'est la maison Bénin. Et cette maison, bientôt, va être représentée. Un concours sera lancé pour que les Béninois proposent comment ils voient cette maison-là. Les artistes. Concours? Oui, pour les artistes qui vont nous dessiner la maison Bénin qui va être le symbole de la vision Bénin 2060. Alafia, un monde de splendeur. Et donc, on a tout fait beaucoup. Et même au niveau des domaines, il y a le domaine sécurité qui n'était pas traité à part dans Alafia à cause des problèmes que nous savons aujourd'hui. Et le domaine éducation n'était pas traité à part dans Alafia. Donc, Alafia, c'était experte et ici, on a fait expertise. On a rajouté 3 domaines en plus pour pouvoir tenir compte des défis nouveaux. Et si je prends le scénario optimiste qui a été retenu pour pouvoir faire Alafia 2060, dépasse même le scénario Alafia qui était le scénario idéal de l'époque. Donc l'optimisme d'aujourd'hui, le monde que nous rêvons aujourd'hui, dépasse en termes d'indicateurs, en termes d'exigences, en termes de ce que nous rêvons pour les Béninois, ce que rêvent les Béninois pour eux-mêmes, ce qu'ils avaient rêvé en 2000. Et donc, vous aviez tout ça qui a beaucoup changé. Et on a vraiment on a appris, et même la dénomination, je l'avais dit, la dénomination est plus courte pour permettre aux gens de retenir plus facilement que Alafia. Et nous avions le cadre de performance avec des indicateurs qui sont mesurables, ce qui n'était pas le cas pour Alafia. La prise de conscience a commencé par s'organiser au niveau donc de ceux-là qui dénonçaient un peu, qui s'organisaient pour lutter contre cette domination étrangère, le fait que nous devions nous tourner beaucoup plus contre cette domination étrangère pour nous construire, c'est ça la prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est comme si c'est à partir du discours de politique nationale, discours de construction nationale, comme on l'a appelé. C'est comme si c'est à partir de ce discours programme qu'on a dit, il faut maintenant faire en sorte que ce ne soit pas la domination étrangère qui ait raison de faire les dispositions qu'il fallait prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement mettre en œuvre une politique nouvelle d'indépendance nationale qui ont commencé par faire le problème. On était bien parti si on avait bien géré l'échec d'abord de Soglo pour avoir dit, n'est-ce pas, il faut que tout le monde vienne à la rivière. L'échec de Yahi Boni, c'est pour avoir dit qu'il lutte contre la corruption. Il met les gens, il met tout le monde, les gens font des détournements, ils font tout et il ne punit jamais personne. C'est la mauvaise gouvernance là qui a fait aussi que Yahi a échoué. Et quand il a échoué, Talon est arrivé. Ça a donné les résultats que nous avons. Donc, comment on va faire pour que cela se perpétue et qu'on en vienne à la lutte contre la corruption, à la lutte pour, disons, le respect de l'humain. C'est un idéal. En fait, il a dit position, mouvance, question d'idéologie, ça ne nous sert pas. Mais Patrice Talon est en train de partir. Il tire les leçons de cette bataille opposition-mouvance, qu'en réalité, par rapport au problème du pays, rien ne différencie. Parce que tout le monde veut donner de l'eau à toutes les populations. Tout le monde veut amener l'électricité partout. Et pourtant, on ne peut pas s'entendre. Alors lui dit, bon, mais la démocratie, les modèles que nous importons, que nous appliquons encore mal, mais inventons notre modèle
Mais cette idée qu'il a émise là, c'est plus à lui d'appliquer. Ceux qui ont pour profession carrière politique, c'est à eux de s'approprier, peut-être pas pour l'appliquer aux élections de 2026, mais pour approfondir, réfléchir, pour dire, mais ce qu'il dit là, si nous voulons chercher ce qui va favoriser notre développement, dans quelle mesure cette idée peut être creusée et puis amenée à être adoptée. Si ce n'est pas possible, il ne l'impose à personne. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui n'est pas bête, parce qu'on perd trop de temps à se chamailler, alors que tout le monde sait que l'eau qui manque à Djidja, qui manque même dans mon village. Donc, pour cette question-là, on n'a pas besoin d'être opposé. Mais je concède à Patrice Talon d'avoir dit ça, mais j'invite la classe politique à se saisir de l'idée pour l'approfondir plus tard. Si vous observez le Bénin depuis au moins 90, vous allez voir que c'est pas un pays qu'on peut gouverner sans la rigueur. Je vais presque dire que le Bénin n'est pas gouvernable sans la méthode Patrice Talon. La preuve, vous avez vu, en moins de 5 ans, ce qui a pu faire l'objet de transformations positives de notre pays dans presque tous les secteurs. Et quand vous rentrez dans l'histoire des pays que nous appelons pays développés aujourd'hui, si vous voyez leur marche, vous allez vous rendre compte facilement que quand ils étaient comme nous, où l'eau était une nécessité, où les besoins fondamentaux de l'homme étaient encore une préoccupation, je ne suis pas sûr, en fouillant l'histoire, qu'ils ont utilisé le modèle politique qu'ils nous ont filé en 90. Ce modèle politique qui nous a été filé en 90, qui n'est même pas adapté à notre niveau de développement où tout est besoin, je pense que c'est un modèle qui nous est filé pour nous amener à faire du surplace. Et c'est pourquoi il faut que la dynamique continue. Mais ce que le président Talon est en train de faire est extraordinaire. Peut-être c'est dans son ADN. Tout ce qu'il aborde, il aborde avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de réflexion. Parce que dans son ADN, il ne veut pas que notre pays soit à la traîne. Il veut être parmi les meilleurs, pas en Afrique, parmi les meilleurs au monde. Le sérieux de la gouvernance, la crédibilité du programme, l'acharnement au travail, ça attire vers vous beaucoup de sympathie. Il y a des capitaux dans le monde entier qui cherchent à s'installer là où le pays est organisé. Un pays organisé, travailleur, sérieux, parle de la signature. Vous ne manquerez pas de moyens. Entre l'éphémère et le durable, le président lui a choisi de s'attaquer au durable. Je venais chez vous tout à l'heure. Apparemment, visiblement, c'est tout le quartier de Fille-Rousset qui est en train d'être bitumé. Vous avez entendu un président avant lui qui a décidé de bitumer tout Cotonou. À peine voulait-on bitumer les voies principales. Le Fille-Rousset est en train d'être bitumé, rue par rue, centimètre carré par centimètre carré. Vous avez eu mémoire d'un président qui a proposé ça? Nous qui avons vu le gouvernement du président Kérékou arriver en 72 et partir. Kérékou 1. Nous avons vu le gouvernement de Soglo arriver et partir. Nous avons vu le président Kérékou 2 arriver et partir. Nous avons vu le président Yahi
arriver et partir. Personne n'a pensé qu'on pouvait bitumer toutes les rues de Cotonou. C'est un choix qu'il a fait. Et les choix, qui sont des choix de développement, sont des choix très difficiles à exécuter. C'est un peu notre ère Meiji qui a assuré le décollage. Donc, les pays ont eu ces moments. Et tous les pays qui ont fait ces exercices ont connu un développement rapide et prodigieux. C'est pour ça que je mets l'accent sur le sérieux de la gouvernance. Le sérieux de la gouvernance, la crédibilité du programme, l'acharnement au travail, ça attire vers vous beaucoup de sympathie. Il y a des capitaux dans le monde entier qui cherchent à s'installer là où le pays est organisé. Non, pas avec 26 ans de débat politique et laisser complètement le débat économique. Parce que si au plan économique, on ne réussit pas, le débat politique va être complètement anéanti. Si les travailleurs béninois n'ont pas leur salaire, si, avec les difficultés que nous connaissons, si il arrivait à manquer un jour que l'État béninois ne soit pas en mesure de payer les salaires, le gouvernement est dehors. La logique qui veut qu'on aille faire un tirage au sort de secrétaire exécutif, les maires ne sont pas pour. Et les maires l'ont exprimé au chef de l'État. Et vous avez pu constater, le Conseil des ministres a suggéré que désormais, on fait un tirage de 3 et on choisit un dedans. C'est un début. Pourquoi c'est un début? Il ne suffit pas de tirer 3 et de choisir un. Si j'étais appelé à faire des suggestions dans ce sens, le choix du 1, de mon point de vue, peut se faire à la suite d'un entretien. C'est-à-dire que j'ai tiré 3 au sort, on me donne la possibilité d'avoir un entretien avec chacun des 3 pour apprécier leur personnalité. C'est vrai qu'il y a eu déjà un test. Le fichier que nous avons aujourd'hui, tout le monde l'a constaté et nous le déplorons. Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui n'avaient pas encore une première année d'expérience professionnelle et qui sont devenus secrétaires exécutifs. Vous comprenez que c'est un baptême de feu pour eux. Donnons la possibilité d'un entretien. C'est un entretien qui peut durer un quart d'heure pour chacun d'eux. Moi, je tire mes 3 là au sort et puis je les reçois. Et je vais apprécier. Mais qui il est? Il a quel parcours? Ça nous donne plus de chance. Ça nous donne plus de chance à avoir le bon cadre. Au niveau de la diplomatie, l'option a été faite pour que, désormais, le partenariat avec n'importe quel pays se fasse, de sorte que aucun pays ne revienne au Bénin dire désormais, je viens vous accompagner dans tel ou tel domaine selon nos priorités. Non. Quand vous arrivez pour intervenir, vous êtes tenu d'intervenir selon nos priorités. Vous ne voyez pas que c'est déjà une manière d'orienter les accompagnements techniques ou financiers? Deuxième élément, jusqu'en 2016, lorsqu'il y a des élections à faire dans notre pays, les chefs d'État d'alors s'adressaient aux autres pays pour solliciter des accompagnements financiers pour organiser les élections. Et au même moment, nous crions que l'Occident nous maltraite, l'Occident fait ci ou fait ça. Lorsque des pays vous tendent la main,
pour organiser les élections présidentielles, par exemple. Ils vous imposent les candidats. Nous avons commencé par faire des élections aujourd'hui dans notre pays depuis 2016 avec nos propres ressources. C'est une dépense de souveraineté. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une dépense de souveraineté. Ça déjà prouve à suffisance que nous avons fait l'option de nous faire respecter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur le principe, il n'y a pas de liberté d'expression sans respect de l'ordre public. Pour moi, c'est un postulat. Mais ce n'est pas parce que vous avez un problème personnel avec un journaliste ou bien avec un critique que vous allez restreindre la liberté de l'ensemble d'une population. Donc, si une personne a fauté, il faut sanctionner cette personne. Mais il ne faut pas parce que on craint que cet élément de langage soit repris dans l'opinion. Ce n'est pas pour ça qu'on va transformer les principes en exceptions et les exceptions en principes. Donc, en réalité, aujourd'hui, mais au nom de ce que il faut respecter l'ordre public, aujourd'hui, les gens n'ont peur de parler. Bon, est-ce que c'est ça l'objectif du législateur de la Constitution? Est-ce que l'objectif du législateur de la Constitution, c'est que les Béninois aient peur de parler? Quand on demande à quelqu'un de répondre des déclarations qu'il a faites, est-ce que cela dispense le procureur ou l'action publique du respect des droits de la défense ou des droits de l'homme? Non, mais c'est là le débat de principe. Répondre aux actes que vous avez posés, mais dans le respect des droits fondamentaux de la personne et qui est poursuivie. Quand ce qui est en jeu est ce que nous avons de commun, nous devons oublier nos partis pris et travailler ensemble pour sauvegarder ce bien commun. Et ce bien commun, c'est notre pays, c'est notre État. Il est plus grand que tous les partis. Il est plus grand que tous les gouvernements. Apprendre à servir l'État est capital. Et l'Église, d'une certaine manière, se pose jamais comme rival de l'État, mais comme un ailleurs de l'État, comme une sentinelle, comme un indicateur qui nous rappelle sans cesse les valeurs préexistantes à l'idéal. Il y a le Rubicon que l'Église ne franchit pas. Et l'Église ne doit pas franchir ces Rubicons-là. Le premier Rubicon, c'est l'engagement direct en politique. La conquête du pouvoir, l'Église n'est jamais là. Et le deuxième Rubicon, c'est l'Église ne participera jamais avec le silence coupable. Le silence coupable pour plaire à quelqu'un que ce soit, parce que l'Église ne veut jamais être complice du malheur où ses frères, nos frères et sœurs sont tenus. Et nous devons changer de regard sur l'Église. L'Église, quant à elle aussi, nous devons affiner nos méthodes de dialogue pour que l'idéal de paix que nous proposons, que nous souhaitons, soit partagé partout.